Quelques jours plus tôt maintenant, avant que la guerre soit finie, on meurt encore autour de Saigon. Les armées révolutionnaires accentuent leur pression. Madame Dong sait qu'elle a gagné, mais d'autres, comme ces jeunes soldats sudistes, continuent à se battre, animés par on ne sait quel espoir, ou sans espoir. Certains par la force de l'habitude et la logique de la guerre, d'autres par crainte de l'avenir, par conviction politique. Vous n'êtes pas fort, Không sợ nữa. Je suis Vì un tôi soldat. lính chấp nhận hết đó. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên thẳng dòng hát cười đùa vang vắt còn Việt Nam chiều con tim để còn chiều khối kiêu hùng người trong dân thì chẳng biết lo nữa. 300 hồi nhớ ngày còn một chân cây ở cái trời thì máu ta người với anh mặt trời ta việc trước đầu ta còn việc tổn phản đời. La situation était grave, sérieuse, mais pas désespérée. Alors je pense que si les combattants, c'est l'armée vietnamienne, peuvent tenir debout pour un certain temps, suffisamment pour des entretiens avec les communistes, et on pourrait atteindre à des clauses acceptables. Vous vous sentez capable de vivre avec les communistes? De vivre avec les communistes, franchement, oui, je ne suis pas un capitaliste. Et au point de vue de distribution des biens, ce n'est pas un grand problème. La question de liberté, ça serait à voir. Mais, par exemple, si ici, on va subir une défaite immédiate, je pense que ce serait une catastrophe. Mais si on a un certain temps, un délai de quelques années, pour chercher, pour les communistes et les nationalistes, chercher à se comprendre et à s'adapter, je pense que ça va s'arranger bien. Si tout le monde cherche à s'en aller, à s'enfuir et se montrer égoïste, lâche, ça serait fini. Une route devant Xuan-Loc à 50 km à peine de Saigon. On y croit encore, confusément. Les soldats de la 18e division sud-vietnamienne montent en ligne. Ils préparent une contre-attaque. Une fortification dérisoire pour tenter de stabiliser un front qui n'existe plus. La 18e division attend une attaque frontale, mais les Bedoy ne jouent pas le jeu. Ils contournent les défenses en tenaille. Le 27 avril au matin, c'est la dernière véritable bataille de la guerre du Vietnam, à Trang Bom, à 40 km de Saigon. Vous avez déjà vu ces images au journal télévisé, le dernier document que nous avons pu expédier vers Paris avant que les communications soient coupées pour un mois. Après Hanoï, un petit village catholique à 12 km de Bien Hoa, un poste militaire et une chicane barre la route, qui mène à Xuan Loc, tombé il y a quelques jours. Christian Hoche du Figaro arrête sa voiture derrière la nôtre. À droite de l'écran, le photographe de l'agence Gamma, Michel Laurent.
Jean-Pierre Moscardo va se replier en faisant signe à l'ingénieur du son, Claude Fabre. Le pare-brise de notre voiture a été pulvérisé par une rafale. La voiture du Figaro est touchée par un obus de mortier. Derrière Fabre qui court, Laurent s'arrête, se retourne. Christian Hoche n'a pas suivi. Les miliciens du village tirent sur les Nord-Vietnamiens qui arrivent. L'un d'eux court à la voiture de nos confrères. L'armée régulière a fui, seuls les miliciens résistent. Il ne faut pas se replier. Oh, oh les enfants, il ne faut pas attendre oh, il faut attendre l'armée. Il faut mourir, on va mourir ensemble. Cứ phải ở tại ngay đây đi để chặn lại ngay đó đây đi, xong cái là bây giờ mình khi nào mà nó hư trên này kia mình rút chưa, phải không? Chứ bây giờ mình cứ đi lẻ tẻ chết bây giờ ạ. Nó xen vào giữa, nó xen vào quãng giữa, nó đánh mình làm sao mình chịu nổi được. On comprend pas. Nên tự vệ làm gì có. Ils sont trop nombreux. Nous n'avions pas d'armes modernes. Khi tụi tôi bắn Nous nó sommes lại obligés de fuir. vào trong cái chắn kiến xa đó. Thì nó lên thì tụi tôi lại bắn nó lại dạt xuống, thì nó tiến lên nhiều quá thì tôi có ít súng nên tự vệ thì tôi không có vũ khí. Rồi họ lại chiến đấu. Pourquoi se battre? L'armée elle-même ne se bat plus. Chúng tôi nhân dân trở về mà chạy mà tiếng gạo chạy đi xuống dưới ăn đi. Em ở dưới này bắc ninh để bảo vệ lấy gạo không lấy được nữa. Une autre armée, l'armée infinie des réfugiés. Seuls quelques miliciens catholiques, déjà réfugiés du Nord, ont fait le coup de feu à la porte de leur village.
l'armée régulière s'est évaporée. Entre l'armée révolutionnaire et Saigon, il n'y a plus que quelques desperados, rangers ou LF parachutistes. Les réfugiés ont quitté leur camp pour prendre la route de nulle part, au milieu des dernières escarmouches. La plupart de ces réfugiés sont des montagnards qui en sont à leur 2e, à leur 3e ou à leur 10e exode. Ici, l'autoroute dite coréenne, à 15 km de Saigon. Les fuyards n'ont pas le droit d'entrer en ville. Des camions militaires en panique frôlent les colonnes, arrachent ici et là une jambe ou une tête. Les réfugiés marchent toujours, sans un mot, avec un courage tranquille qui a stupéfié tous les témoins. Le dernier chaos, les dernières misères de l'interminable guerre qui se termine. Lundi 28, à 2 jours de la fin, le pont de Xalo à l'entrée de Saigon. Même pas une bataille. Quelques rangers défendent le pont contre l'armée qui déferle. Les hélicoptères appuient leur baroud d'honneur. De l'autre côté de la rivière, des silhouettes. Ce sont les fantassins communistes qui avancent. Ne cours plus. Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Pitié. J'ai trop de sang qui coule. Arrêtez le sang, arrêtez le sang. Pendant ce temps-là, à Saigon, marchandage politique. Le président tué est parti, son départ a précipité l'inévitable effondrement militaire. Le vieux Huong, son successeur, se décide enfin à passer le pouvoir ou ce qu'il en reste. Le général Min aura juste le temps de capituler et d'épargner à Saigon l'apocalypse du pilonnage d'artillerie et des combats de rue maison par maison. Il est trop tard, bien trop tard pour un compromis politique. Le pouvoir révolutionnaire, pour bien montrer qu'il refuse Min, envoie 2 avions A-37 mitrailler le palais et la ville. Toutes les armes de Saigon se mettent à tirer n'importe comment, n'importe où. Mardi 29.
le commencement de la fin. Les gens, pour quelques heures, désertent la rue et se cachent chez eux. Interdiction de quitter Saigon, les routes sont coupées. Cũng như tránh mọi sự ngộ nhận đáng tiếc có thể xảy ra nếu Phật tử bất hảo trộm cướp hoặc gây rối ngoài công lộ. Các lực lượng an ninh đã được chỉ thị bắn hạ ngay tức khắc. Theo thông cáo số 19 của Tòa An ninh, lệnh giới nghiêm đã được ban hành 24/24. Les Américains, c'est plutôt ceux qui pensent de nous, les Vietnamiens d'abord. Ils nous considèrent comme des cochons, quoi, ni plus ni moins. Ça, c'est sûr. Échapper, enfin, espérons toujours, on a toujours une chance. Il faut toujours espérer, il faut vivre avec l'avenir. Ma famille est coincée ici. La fièvre monte devant l'ambassade américaine où s'entassent des Vietnamiens prêts à tout pour s'embarquer dans les hélicoptères. Pour éviter la honte d'un départ politique à froid, les Américains ont attendu d'avoir les baïonnettes communistes dans le dos. Du coup, la panique est devenue contagieuse, pour beaucoup irraisonnée. Des dizaines, des centaines d'hélicoptères se sont succédés jusqu'au matin sur le toit de l'ambassade et des bâtiments étrangers. Les élus attendaient leur tour de partir, leur mince fortune dans un petit sac, vers les bateaux de la 7e flotte, puis vers Guam et les États-Unis. Pour quel destin? Les Vietnamiens ont payé jusqu'à 15 000 $ leur droit de passage. Il y a eu des scènes violentes et terribles aux portes gardées par des marines en armes. Dans les autobus qui partaient vers Tan Son Nhut, vers les derniers avions, les places étaient chères aussi, seulement pour les Vietnamiens. American TCN, not for Vietnamese. Tomorrow, go to gate 1, okay? No, I know, but I have to. I know you have to go to gate 1. Pourquoi vous partez? Nous suivons le peuple qui part. Mais vous partez de Saigon? Peut-être. Vous avez peur?
Mercredi matin, le dernier hélicoptère n'avait pas encore décollé que le pillage des bâtiments américains commençait. L'ambassade, les PIX, les appartements désertés, tout a été nettoyé. Méthodiquement. Dans l'ordre. Sans cri ni bagarre. Avec ou sans uniforme, soldats et policiers participaient au déménagement. Pas une bride perdue. C'était comme une dernière vengeance. Une façon de se payer sur les richesses du passé qui n'avait pas suffi à conjurer le destin. Ôi